ces rapports incriminent l'armée malienne, en l'occurrence. Et personne ne voit, qui que ce soit, au nom de la MINUSMA, parcourir les zones de guerre pour récolter des preuves. C'est clair. Tant que le Mali ne rentrera pas dans les rangs de la France-Afrique, nous devrons nous attendre à la foudre de la France. Mais mal leur en a pris parce que les jeunes aujourd'hui demandent tout simplement le départ de la MINUSMA. La MINUSMA qui n'a d'ailleurs plus rien à faire ici. La MINUSMA ne peut plus voler. La MINUSMA n'agit pas. La MINUSMA arrose les chrysanthèmes. On badigeonne tel immeuble, on a créé tel verger, on a mis des coopératives de femmes au travail. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on doit prendre les milliards de population tout simplement pour permettre aux multinationales et à l'Occident de s'empiffrer chaque jour de nos richesses? Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de Droit de Savoir et merci de votre fidélité à TELAR TV. Avec moi sur ce plateau, Madame Koumba Yarissi, enseignante et membre du comité stratégique M5, Rassemblement des forces patriotiques du Mali. Bonjour Madame et merci d'être avec nous sur plateau de TELAR TV. Bonjour Monsieur Christian, bonjour à tous les panafricains. Ça nous va droit au cœur, la lisibilité que vous nous donnez en ces moments cruciaux de notre histoire. Bonjour à toutes les forces progressistes du monde. Alors, Madame Koumba Yarissi, on va parler du Mali. 2 ans bientôt depuis que le colonel Assimi Goïta et son gouvernement sont aux affaires. Quelle lecture peut-on faire aujourd'hui sur le plan politique, économique, social, mais aussi sécuritaire? Effectivement, ça va faire dans 2 mois, ça va faire 2 ans que la transition a été rectifiée au Mali. On ne peut pas dire que tout baigne, mais il y a des avancées. Sur le plan, je préfère commencer par la sécurité, le volet sécuritaire. Sur ce plan-là, il y a eu beaucoup d'avancées parce que depuis qu'on a dénoncé l'accord de défense avec Paris, notre armée reçoit régulièrement des armes, des drones, des avions, tout ce qu'il faut pour faire face à cette guerre sans nom, à cette guerre qui nous a été imposée. D'autre part, le moral de notre armée est au beau fixe. Nos militaires sont requinqués parce qu'il y a plus d'1 an qu'ils ont lancé l'offensive. Ça n'est pas facile parce que les djihadistes, les rebelles et les bandits de tout poil se dispersent, sont dispersés sur le territoire. Nous sommes nous sommes sur 1 242 000 km². Vous voyez déjà l'étendue et la superficie du Mali. Et donc, il se trouve qu'ils sont par petits groupes, ici et là, ils attaquent, ils font ce qu'ils veulent, mais la riposte, contrairement à ce qui se passait avant, la riposte, elle se fait très très vite. Parce que nous avons des avions. Et pendant que vous allez évoluer, Madame Koumba Yarissi, tout à l'heure vous avez dit l'armée malienne reçoit du matériel de guerre, s'il faut appeler ça comme ça, les avions, vous avez dit, les hélicoptères et d'autres armes. Est-ce que le Mali achète ce matériel ou bien c'est évidemment dans le cas du partenariat avec, puisque c'est du matériel essentiellement russe, et les gens pensent que le Mali a quitté un maître pour s'adonner à un autre, c'est cela? Bon, ça me fait rire parce que tout le monde sait que la France est une sangsue.
Ça fait des siècles que la France est en Afrique. Ça fait des siècles. Depuis l'esclavage, Nantes en est le symbole le plus visible en France. La colonisation, c'est Jules Ferry qui en est le maître d'œuvre. De Gaulle, malgré la participation des Africains aux côtés des Français pour les extirper des griffes des Allemands, n'a pas fait autre chose. Il a été à l'origine de la France-Afrique, dans laquelle tout le monde se débat. En ce qui concerne les armes, naturellement, personne ne peut offrir quoi que ce soit à personne. Tout le monde doit vivre. Mais nous avons des rapports, d'égal à égal, vous voulez dire gagnant-gagnant, c'est cela, avec la Russie? C'est sain. Nous avons des rapports sains avec tous nos partenaires, en l'occurrence les Russes. Juste quelques mois après notre indépendance, évidemment, c'est l'Allemagne qui a d'abord reconnu le Mali, mais nous, comment dire, nos liens avec les Russes sont des liens presque, je vais dire, amicaux. C'est dès l'aube de l'indépendance, depuis l'ancienne Union soviétique jusqu'à Poutine. Les relations entre nos deux pays ont été des relations sincères, d'égal à égal, comme vous le disiez. Récemment, tout le monde a vu que Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a passé 48 heures ici. Et le lendemain, il avait promis, en dehors des relations sécuritaires, il y a d'autres relations qui nous lient. Ils ont donné 290 bourses à nos enfants. Ils vont nous... Alors donc, on peut parler en termes de retour, le retour donc de la Russie, c'est cela? Oui, oui, c'est le retour de la Russie, et un retour qui a été souhaité, qui est salué et qu'on souhaite vraiment qui va se pérenniser. Voilà. Alors, mais que dire donc de ceux qui pensent que la Russie est venue se servir évidemment des ressources naturelles du Mali? Oui, mais qui dit ça? Ce n'est que l'Occident, puisque c'est ce que l'Occident a toujours fait. Tout le monde sait que les Russes ont au moins de l'empathie. Les Russes respectent les autres, parce que les Russes n'ont jamais colonisé, les Russes n'ont jamais été des esclavagistes, et les Russes ont payé pour que le monde soit libre. Les Russes ont perdu, la Russie, l'Union soviétique a perdu des millions de ses enfants pour que le monde soit libre au cours des 2 dernières guerres mondiales. Oui, mais pourtant, dans le même sens, Madame Koumbayar, ici, il y a la France également qui revendique les 57 soldats morts, je crois que c'est 57 le chiffre si je ne me trompe pas, 57 soldats morts au Mali, et pourquoi donc elle a été chassée? Voilà la question que se pose la plupart des Français, sinon les médias français et l'élite politique française. Oui, mais si vous suivez très bien, à chaque fois que la France fait un communiqué disant qu'elle a perdu 2, 3 soldats ou 5 soldats, elle dit qu'ils sont morts pour la France. À chaque fois, c'est ce qui se dit dans les communiqués. Quelle lecture il faut en faire? Ça veut dire tout simplement qu'il s'agisse des bases, qu'il s'agisse des soldats qui sont envoyés, et d'ailleurs, l'amunissement. C'est la France qui a fait appel à l'amunissement. Le Mali n'a jamais fait appel à l'amunissement parce que la France était, comment dire, elle s'est surprise en train d'être en territoire super conquis, elle décidait de tout, elle parlait au nom du Mali, etc. Donc, ces soldats, toute mort est à déplorer, toute mort est triste, pour ne dire que ça, mais ces 57 soldats ne sont pas morts pour délivrer le Mali, hein. C'est pour aider la France. On va donc, on reviendra sur la MINUSMA, mais alors vous étiez en train donc de répondre à la première question, notamment quelle lecture doit-on faire aujourd'hui de la prise en main des affaires, bien entendu, du Mali par le colonel Assimi Goïta et son gouvernement. Nous étions là donc en train de parler du plan sécuritaire. C'est le premier volet que vous avez voulu aborder. Au plan économique,
l'avancée qu'on peut noter, c'est que nous ne sommes plus tellement liés. Évidemment, il y a le franc CFA qui a ses exigences. Nous sommes encore dépendants de la Banque des États d'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA. Mais tout ce que nous vendons aujourd'hui, nous en récoltons les bénéfices directement. C'est-à-dire que le coton qui est vendu, l'argent n'est pas reversé au trésor français. Avant, c'est ce qui se passait. Les 11 accords qui liaient chacun de nos présidents, parce que ça ne lie pas les États à la France, mais ça liait chaque président à la France. Et ça, c'est au Quai d'Orsay que ça se signait, ni vu ni connu. Mais au jour d'aujourd'hui, sur ce plan-là, il y a des avancées. Nous avons dénoncé aussi, sans tambour ni balafon, quelques accords. Parce que nous ne reversons plus notre argent au Trésor français. Ça, ce n'est pas parce qu'il y a eu le deal entre Alassane Ouattara et Macron. C'est parce que nous, on a dit non. Parce que les réformettes qu'ils ont faites pour détruire tout ce qui avait été fait pour que l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, aille à la monnaie commune. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Et même les élus français n'en sont pas d'accord. Vous faites état de la monnaie ECO, c'est ça? Oui, ECO. Le travail qui a été fait par des chefs d'État, par des cadres, etc. En 3 minutes, Ouattara a pris la responsabilité devant l'histoire de vendre l'ECO à vil prix à Macron. Il s'en est suivi, ceux qui s'en est suivi, parce qu'ils ont dit que désormais, les dépôts ne se font plus, etc., etc. Mais la France, c'est tout simplement qu'elle s'entête, mais elle sait, et tout le monde avec la France, tout le monde sait que plus rien ne sera comme avant, et que la France-Afrique a commencé à mourir à partir de la Centrafrique. Et c'est ici qu'elle sera enterrée définitivement quand on va aborder… Évidemment, vous dites, Madame Koumba-Yarissi, la France-Afrique sera enterrée au Mali. Alors, parlons donc de l'économie. Je sais également, et sinon que nous savons, que le Mali est un pays enclavé. Comment est-ce que vous y prenez, bien que les sanctions aient été levées, mais comment vous faites maintenant? Ah oui, vous faites bien de rappeler, bien que les sanctions, on a déclaré Orbi et Orbi que les sanctions sont levées, mais avec Alassane Ouattara, c'était à dose homéopathique. Peut-être aujourd'hui, avec l'élargissement de ces 49 mercenaires, il a, en échange de ça, il va lever le pied sur tout ce qui nous rendait, comment dire, la vie difficile, parce que celui qui était patron de la CEDEAO, c'est lui qui a été désigné justement à la tête de la Banque centrale. Donc, le Mali était toujours en peine. J'espère que c'est fini. J'ai aucune donnée pour l'instant, mais jusqu'à récemment, le Mali était à la peine. On ne pouvait pas obtenir notre propre argent quand on voulait. Il nous faisait marcher. Mais la Guinée, vous savez très bien que quand le Mali a été mis sous cloche, la Guinée nous a ouvert son port. Et avec ce qui se passe aujourd'hui, il y a des travaux qui sont faits au port de Conakry comme au port de Nouadhibou, parce que la Mauritanie aussi nous a ouvert grand les portes. Et finalement, ça induit quoi? Des investissements. Parce que comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas industrialisés, nous importons beaucoup. Donc, la charge est grande et finalement, les États en sont arrivés à s'entendre pour aller très vite à l'autonomie, à la solidarité, etc. Et ça, c'est au détriment du port de Dakar
qui aujourd'hui n'est pas fréquenté parce que les colons ont conçu le port de Dakar et l'interland, c'est le Mali. C'est le Mali seul qui utilisait le port de Dakar. Donc, vous voyez que Macky Sall a beaucoup perdu dans cette affaire. C'est une énorme perte pour le Sénégal. Alors, merci donc de nous rappeler cette solidarité africaine avec les pays qui vous ont ouvert les voies. Alors, une des ressources du Mali, c'est l'or. Et dernièrement, nous apprenions qu'il y avait une raffinerie de l'or qui était en cours d'installation au Mali. Bon, c'est en cours d'installation, mais ce qui se passe aujourd'hui à Ouaga doit nous inspirer. Parce que quand vous voyez les agissements du pouvoir burkinabé, récemment, il y a 2-3 jours, ils ont saisi 200 kilos d'or. On a l'impression qu'ils veulent aller à la nationalisation de leurs mines. Ils ont saisi 200 kilos d'or, c'est-à-dire parce que ce qui se passe entre la BCAO, l'UEMOA, les miniers et autres, lui, il ne l'accepte pas. Vous savez que sur le front de la corruption, par exemple, lui a mis en place une commission qui, en 48 heures, a récupéré 201 milliards qui étaient volés au Burkina, plus des bolides, des gros cylindrés. Vous faites état, vous parlez là du capitaine Traoré, c'est cela, l'actuel président burkinabé. Et de son premier ministre qui sont les dignes héritiers de Sankara. Nous, on aimerait qu'au Mali aussi, on aille dans cette direction. Parce qu'une transition n'a pas vocation à relire tout simplement les lois, à tout rectifier, mais une transition doit remettre les choses à l'endroit. Et après, les lois, on les verra. Parce que même si nous réalisons toutes les lois, tous les textes, si quelqu'un d'autre vient, ben, il peut mettre tout ça sous le boisseau. Donc, ça sert à quoi? Nous souhaiterions que Assimi fasse comme le capitaine Traoré. Le capitaine Traoré qui n'a pas d'état d'âme. Le capitaine Traoré qui est là, qui est sur tous les fronts et qui dit au Burkinabé, vous m'avez demandé d'aller dans cette direction, on va y aller. Les militaires qui ne veulent pas aller au front, ils retournent à la vie civile parce qu'il y a des civils qui se sont engagés. Les volontaires sont là, ils se battent. Ceux qui ont volé, ils ramènent l'argent volé. Et les miniers doivent se conformer aux textes qui régissent le secteur. Autant de choses. En si peu de temps, il a réalisé des choses extraordinaires. Et il va lui-même... Madame Koumbayar ici, on a l'impression que finalement, le Burkina Faso va beaucoup plus vite, alors que le Burkina Faso s'est inspiré du Mali. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, que c'est le Burkina Faso qui va beaucoup plus vite que le Mali? Le ticket gagnant, c'est le président et son premier ministre qui sont tous deux sankaristes. Tout le monde sait que c'est Sankara qui a remis les choses à l'ordre. Et d'ailleurs, il a changé le nom de son pays, la Haute-Volta. Il l'a appelé le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et lui, oui. Sa main n'a pas tremblé. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a été assassiné, lui et ses amis. Mais les graines qu'il a sémées ont poussé en chacun des Burkinabés. Mais nous, notre parcours a été alambiqué. L'idéologie a été absente dans la conduite des affaires. Même les partis politiques n'étaient pas adossés à telle ou telle idéologie. Ils se faisaient appeler socialistes alors qu'ils étaient tout simplement des communistes rouges qui voulaient être riches, etc., etc. Et c'est ça la différence justement entre le peuple malien et le peuple burkinabé.
Oui, Madame Kobayar ici, je peux me tromper, mais je pense qu'au niveau de la Guinée également, il y a eu une opération comme ça, coup de poing, où on a demandé à certains qui étaient accusés d'avoir détourné de l'argent public de rendre cet argent. Et là, nous sommes en train de parler de l'exemple de Burkina Faso qui demande évidemment, qui fait la même chose. Mais évidemment, depuis que le colonel Assimi Goïta et son gouvernement sont en place, pourquoi n'ont-ils pas lancé une opération similaire au Mali? Il y a quelques semaines, dans une de ses adresses, rares d'ailleurs à la population, il disait ses craintes de voir les gens intervenir si jamais il commençait cette opération. Mais moi, ce que j'ai envie de dire au président de la transition, le M5 RFP et plus largement le peuple malien ne demande pas autre chose. La fin de cette vilaine guerre, la fin de l'impunité et de la corruption, et que tout le monde est prêt à le soutenir. Nous lui demandons, à lui et à son gouvernement, d'y aller. Leur main ne doit pas trembler parce que c'est pour cette raison que nous sommes toujours mobilisés depuis 2020. C'est-à-dire, nous avons perdu certains de nos enfants, nous avons tout accepté, la faim, la soif, évidemment, il est en train d'étancher la soif, l'électricité, ça va, mais nous demandons au président de la transition de récupérer notre argent. Si, comment dire, c'est mon avis, hein, si le capitaine Traoré, en 48 heures, a pu récupérer 201 milliards, ici, la même opération donnerait 1000 milliards. Parce que Vous la êtes bien sûr. corruption... Alors finalement, vous êtes en train de nous dire qu'il y a beaucoup trop d'argent entre les mains j'allais Absolument. dire, des... Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est connu de tous. C'est connu de tous. C'est ce que nous lui demandons. Sinon, sur le plan sécuritaire, des efforts énormes ont été faits, mais moi, je m'interroge pourquoi? Parce que peut-être pense-t-il que c'est un front qu'on ouvre. Ce n'est pas un front. La lutte contre la corruption et l'impunité ne saurait constituer un front dans notre pays parce que le M5, dans ses 10 points, 17 mesures, demande la fin de l'impunité et de la corruption parce que après l'insécurité, il faudrait que les autres vivent, qu'on remette le pays au travail. Voilà, après la sécurité, il faut que les autres vivent, vous avez dit, ce qui d'ailleurs donne droit cette fois-ci au volet social. Alors, qu'est-ce que ça donne donc sur le plan social aujourd'hui? Oui, sur le plan social, il y a des programmes présidentiels qui, comment dire, qu'on salue parce qu'aujourd'hui, il y a de l'eau. Il y a de l'eau partout. Aujourd'hui, on se soucie, au Mali, on se soucie de ceux qui n'ont rien, des handicapés, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a des textes qui ont été votés. Il faudrait les réchauffer et ne pas faire de programme présidentiel, faire tout simplement une politique sociale dont les retombées seront ressenties partout. Parce que ce n'est pas sûr que les programmes présidentiels échappent à certains écueils. Il veut très bien faire, c'est bien, mais moi, à mon avis, si on mettait en place, évidemment, il y a des politiques sociales. Regardez, par exemple, la petite enfance n'est pas une politique sociale, mais l'éducation spéciale, les aveugles, par exemple. Il n'y a pas d'école d'aveugles pour aveugles au Mali. Aucun ministère ne prend ça en charge, alors que le ministère de l'Éducation a élaboré une politique pour l'éducation spéciale, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés avec des handicaps. C'est la société civile qui s'en occupe, mais à un moment donné, celui qui a ouvert à cause de son aura, à cause de ses relations, quand il n'est plus là, la relève ne se fait pas et les structures périclites. Donc, il faut de véritables politiques sociales. Sinon, nous ne pouvons pas dire que sur le plan social, rien n'est fait. Mais quand on en fait une politique
c'est encore mieux. Alors, Madame Koumba-Yarissi, nous allons revenir sur l'aspect sécuritaire parce que c'est le plus important d'ailleurs. Je me rappelle d'un des discours du Premier ministre Choguel Maïga qui disait que la sécurité était au centre de tout. D'abord la sécurité. Il disait d'ailleurs, si nous n'arrivons pas d'abord à sécuriser notre population, à quoi serviront donc les élections? Alors revenons donc sur la sécurité. Vous le savez, comme tout le monde, que 3 entités réunies au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad ont annoncé leur fusion le 8 février dernier. Peut-on penser que désormais le dialogue avec, sinon oui, le dialogue avec le gouvernement malien est totalement rompu avec ces entités-là? Et ce sera leur seule responsabilité. Parce que Anadif, qui était le patron de l'amunissement, la veille de son départ, a reconnu et a demandé à la République du Mali de faire partager l'accord d'Alger par le peuple tout entier. La Fondation Carter, qui s'implique aussi dans la mise en œuvre de l'accord, a dit la même chose. Donc, et au cours des assises, tout le monde a demandé la relecture de l'accord d'Alger. Alors, est-ce que tout le monde peut se tromper? Les Nations Unies, les fondations, les Maliens, mais eux n'en font qu'à leur tête. Parce que Barkhane parti, l'amunissement est toujours là. Et l'amunissement, c'est la France qui l'a invité ici. Et c'est la France qui en dispose. C'est la France qui est partout dans le dispositif. Donc, tant que l'amunissement est là, eux ne vont pas arrêter leur provocation, parce que ça, c'est de la provocation. Comment est-ce qu'on peut mettre en équation une république de 22 millions de personnes avec moins de 100 000 personnes? Ils ne sont même pas 50 000. Parce que Kidal ne compte pas guère plus de 50 000 habitants. Et quand maintenant, au nord, les légitimités traditionnelles ont crié leur ras-le-bol. Elles sont sorties à la suite de la SEMA pour dire qu'elles se désolidarisent totalement de ce que dit la SEMA. Donc, les trois, là, quand vous les prenez, ils ne feront pas plus de 10 000 personnes, à moins qu'ils n'invitent tous les djihadistes qui écument le pays, les rebelles et tous les bandits, pour en faire des Kidalois. Sinon, ils ne sont représentatifs de personne. Eux ont oui, mais Madame Koumba-Yarissi, nous savons que lorsque les gens ou les hommes prennent les armes, même quand ils sont 2, 3 ou 4, ils peuvent vraiment créer des troubles. Ne craignez-vous pas un regain de violence au Mali, et surtout au moment où le Mali est en train de se diriger vers les élections? Mais non, ils ne peuvent pas y arriver parce que le Mali n'est pas surarmé, mais le Mali est suffisamment armé pour qu'eux nous imposent une nouvelle guerre. C'est mon sentiment. Parce que s'ils le pouvaient, ils le feraient. Mais ils n'oseraient jamais. Ils n'oseraient jamais. Ils font juste de la propagande, de la provocation pour émouvoir la communauté internationale qui, d'ailleurs, sait maintenant ce qui se passe. Tout le monde sait ce qui se passe avec l'arrestation des gens de Ouattara, etc., etc. Non, ce n'est pas possible. Alors, donc, vous étiez en train de dire il n'y aura pas d'incidence, vous ne craignez rien, évidemment, de cette fusion et que le Mali va continuer, évidemment, son petit chemin. Oui, parce qu'ils n'ont plus de personnes derrière. C'est la France qui les épaulait, mais à travers l'amunissement, ça va être plus compliqué. Barkhane était totalement française, mais l'amunissement est en train de se désagréger. Tout le monde est en train de partir. L'Allemagne, qui voulait attendre l'année prochaine, est revenue sur sa décision. Tout le monde veut partir en 2023. Et donc, les élections qui sont prévues, eh bien, je crois que hier, ils ont relu la loi électorale. Ils ont relu la loi électorale, c'est-à-dire à l'issue du Conseil des ministres d'hier, parce que la loi électorale dit
que pour chaque élection, par exemple, il faut 6 mois, il faut que l'État dise ça 6 mois avant. Or, vous savez très bien qu'il y a beaucoup d'élections qui sont prévues et donc on est obligé de revoir des parties de la loi pour aller vite. Donc, ce n'est pas la CEMA qui va nous empêcher d'aller aux élections. Elle n'en a plus les moyens. La CEMA, c'est quoi exactement? Vous pouvez le rappeler à nos téléspectateurs? Eh bien, la CEMA, c'est le regroupement qui s'est créé après l'occupation de notre territoire en 2012. C'était d'abord, ils étaient seuls. Moi, je me perds même parce que chaque jour, ils changent de nom, chaque jour, ils changent de mission. La CEMA, c'est en tout cas un regroupement entre 3 groupes armés. Le MNLA, le SUA et le HEC, UA, c'est trop compliqué pour moi. Donc, ce sont 3 regroupements qui ont fusionné et qui disent aujourd'hui qu'ils vont devenir un parti politique, mais tout en ne renonçant pas à l'aspect militaire. Allez comprendre quelque chose. Un parti politique se construit sur une base idéologique pour conquérir le pouvoir, mais eux, ils sont partis politiques, mais ils ne renoncent pas aux armes. Aux armes, voilà. Donc, Madame Koumba Yarissi, venons au projet de fédération porté par le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Alors, c'est un projet qui fait parler ces derniers jours. À quel niveau se trouve-t-il et qu'implique-t-il concrètement? Quand Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir en Guinée, il y a eu un rapprochement entre les 2 colonels. Mamadi Doumbouya a fait un voyage ici et il vous souviendra que lorsque le Mali a été mis sous cloche, Mamadi Doumbouya a refusé de se conformer aux sanctions de la CEDEAO. Quand Damiba était là, il n'y avait pas grande relation entre le Mali et le Burkina Faso. Mais à l'arrivée du jeune capitaine, les choses se sont accélérées. Vous avez suivi que c'est le peuple qui a obligé le capitaine Traoré à prendre le pouvoir. Et c'est le peuple qui les a obligés, lui et son premier ministre, à prendre langue avec Assimi, le président du Mali, le président de la transition. Et d'ailleurs, le premier ministre, qui est un sankariste bon teint, avant d'aller à Moscou, a effectué d'abord une visite au Mali. Il s'est entretenu avec Assimi Goïta, le président du Mali. Il a effectué un voyage à Moscou, en Russie donc, et à son retour, justement, quelque temps après, il est revenu proposer un début de fédération au Mali. Mais cette fédération, il n'a pas mis en avant, lui, l'aspect politique. Il a mis surtout l'aspect sécuritaire, l'aspect économique, peut-être en filigrane, l'aspect financier, parce que quand on parle d'économie, absolument, il y a l'aspect financier. Quelle réponse? Et récemment, justement, les 3 ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et de la Guinée se sont retrouvés au Burkina Faso pour jeter les bases d'un regroupement. Et c'est ce qui fait beaucoup parler parce que les inquiétudes sont réelles. Le Burkina, pays continental, le Mali, pays continental, mais la Guinée, au bord de l'océan Atlantique, qui fera office de port, plus le port de la Mauritanie. Ça veut dire que les 3 pays, quand ils se mettent ensemble, il n'y a plus de pays enclavés parce que
ce n'est même pas dans les cartons, c'est sur la table, la création de chemins de fer, de routes transafricaines, etc. Donc, ils se sont entendus sur des projets communs qui puissent nous amener vers le développement, peut-être plus vite. Alors, peut-être plus vite. Oui, Madame Kombayar, ici, vous disiez, allez-y. Oui, imaginez le Sénégal. Oui. Qui sera esselé là-bas avec la Gambie. Et la Côte d'Ivoire, après Ouattara. Si jamais il y a un panafricain, un panafricaniste qui prend la tête de la Côte d'Ivoire, un panafricaniste qui prend la tête du Sénégal, imaginez Sonko, président, vous voyez finalement que la CEDEAO, ou alors elle s'écartèle, ou alors elle va relire fondamentalement ces textes selon le bon vouloir des peuples. Alors, puisque vous parlez déjà de la CEDEAO, Madame Kombayar ici, évidemment, la CEDEAO, comme vous le dites déjà, est très hostile à ce projet de fédération. Et je pense que vous avez suivi aussi la réaction, sinon la réponse, du chef du gouvernement burkinabé, initiateur de ce projet, qui a déclaré, je cite, « Nous disons tout simplement que si la CEDEAO veut être respectée, elle doit apprendre aussi à respecter les autres. » Alors, ma question, c'est de savoir, se dirige-t-on vers la fin de la CEDEAO, comme l'a été celle, bien entendu, du G5 Sahel avec le départ du Mali? Finalement, la CEDEAO sera une coquille vide et je crois que nos pays n'auront d'autre choix que d'abandonner le franc CFA. C'est surtout Est-ce que ça c'est ce qui, vous pensez que c'est ce qui hante aujourd'hui la CEDEAO? C'est un peu l'avenir qui devient sombre, c'est ça? Mais bien sûr, la CEDEAO qui se permet de donner des leçons au peuple, de mettre les pays sous embargo sur aucune base légale. La CEDEAO qui met sous ses bottes l'UEMOA, mais elle restera avec son franc CFA, l'UEMOA, ils seront combien? Parce que Bazoum même est menacé aujourd'hui au Niger. Il doit entendre raison. Tous les soldats... Menacé, c'est-à-dire, il est menacé par qui? Il est menacé par son peuple. Parce qu'il y a 2-3 jours, il y a eu une hécatombe au Niger. Il y a eu une hécatombe. C'est du jamais vu depuis longtemps. Près de 67 soldats tués, des disparus. Mais les Nigériens ne veulent plus entendre parler. Tués par les groupes islamiques, c'est ça, terroristes? Dans une embuscade, comme d'habitude. Barkhane est là-bas. Est-ce que ça se justifie? Ça ne se justifie pas. Donc, ce dont la France est accusée, les gens doivent l'entendre. Ils doivent l'entendre. Parce que la plainte du Mali qu'on a refusé d'examiner est en lieu et place les menaces sur le Mali à travers des enquêtes sur les droits de l'homme, etc., etc. Mais de quel homme s'agit-il? De quel homme s'agit-il? Quand la France tue, ce n'est pas des hommes qui la tuent. La France ne fait que tuer. Alors, les enquêtes sur les droits de l'homme, Madame, nous allons avancer pour les raisons de temps, bien sûr, le temps qui nous est imparti. Vous parliez déjà des enquêtes sur les droits de l'homme, et voilà qui nous ouvre donc la voie sur le volet MINUSMA. Voilà. Et donc, avec cette affaire, bien sûr, dite Aminata Dicko. Mais dans un premier temps, je souhaiterais vous proposer cet extrait de discours, sinon de la déclaration, hein, puisque elle a pris part à la tribune, bien sûr, du Conseil de sécurité de l'ONU. On l'écoute et puis on revient sur le plateau. L'armée a multiplié ses opérations militaires pour lutter contre les terroristes. En revanche, ces opérations militaires devraient être régulièrement réévaluées au regard des résultats mitigés constatés par rapport aux droits de l'homme. En effet,
qu'on se le dise. La présence des partenaires militaires russes aux côtés de nos forces armées maliennes, dont la bravoure est à saluer, est loin de faciliter les choses. Ces acteurs sont impliqués dans la commission des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Ces violences ont été documentées par des organisations de la société civile du Mali et ont été reflétées dans les rapports officiels, notamment du secrétaire général des Nations Unies et de la MINUSMA, ainsi que d'autres organisations indépendantes et crédibles. Voilà. Alors, madame, vous venez donc de suivre avec moi cet extrait de vidéo. Alors, un peu plus de 6 mois après l'expulsion, bien sûr, d'Olivier Salgado, porte-parole de la mission de l'ONU pour la stabilisation au Mali, le 5 février dernier, c'était au tour de Guillaume Andali, le diplomate congolais qui a été finalement, lui également, chassé du Mali. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire? Que s'est-il passé exactement? Et pourquoi est-ce que l'intervention d'Aminata Dicko a suscité ce tollé? Oui, vous savez, ce n'est pas la première fois, hein, mais je crois que c'est maintenant que les pouvoirs se réveillent. Le pouvoir malien se réveille. Parce que l'année dernière, au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies, il y a une jeune malienne, une Touré, Sadia Touré, qui est du Nord, qui est intervenue. Elle a parlé de féminicide dans un pays où 44 villages ont été rasés. Elle disait la même chose. Cette fois-ci, c'est Aminata Cheikh Dicko à qui on a fait dire tout ce qu'on ne peut pas dire directement ou tout ce qu'on a écrit. Parce que ce diplomate-là, il vous souviendra que c'était lui qui était en Côte d'Ivoire. Et c'est Monsieur Guillaume Andali, c'est ça? C'est lui qui était à la tête des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui a fait en sorte que Boabo soit envoyé à la CPI. À la CPI. À la CPI. Et curieusement, on a gardé Boabo pendant 10 ans pour permettre à Alassane Ouattara de faire tranquillement ses 2 mandats et d'entreprendre même un 3e mandat. Il y a des belligérants et on ne punit qu'un côté. Eh bien, je crois que la transition a compris que finalement, si M. Guillaume reste ici, si on ne les envoyait pas à la CPI, en tout cas, on n'aura pas la paix. Parce que on a recours à des jeunes femmes qu'on influence, à qui on propose du travail, de l'argent, ou alors dont on finance des ONG. Mais au fait, Madame Koumbayarissi, qui est-elle, Aminata Dicko? N'est-elle pas une activiste des droits de l'homme, non? C'est ma fille, j'ai fait le lycée avec son père. On est de la même promotion, lui il était au lycée de Badlabou, moi j'étais au lycée de filles, que Dieu ait son âme. Aminata est membre d'une association qu'on appelle KISA, dont le président est justement le Benjamin de Alpha Oumar Konaré, le seul président qui a pu faire 2 mandats et qui est au bord du fleuve sur des hectares, peinard, excusez-moi du terme, il est tranquille. Et c'est depuis Paris que son fils pilote cette association. Et leur impertinence fait que ils pensent qu'ils sont spécialistes dans le domaine de la sécurité, des droits de l'homme, etc., etc. Et on les a laissés faire. Comment une association créée à Paris va œuvrer au centre du Mali, parce que Aminata est du centre du Mali. Elle est Peul. L'autre était Soraï. Donc, en choisissant des jeunes dames, on arrive à ses fins. Parce que c'est des femmes, on sait que les femmes en milieu musulman ne sont pas respectées, etc., etc., etc. Donc, ils ont entouré leur forfait de toutes les garanties pour charger le Mali.
C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Sinon, l'association n'est pas d'ici, hein, elle est française. Parce que le Mais fils comment elle a été sélectionnée finalement par Guillaume Andali qui lui a confié cette mission-là? Mais vous avez vu Macron organiser son sommet sans chef d'État. C'est les ambassades, les ONG internationales et autres. Dans le cas du Mali, c'est la MINUSMA qui fait ce job. Ils sont un peu partout, ils ont les moyens. Ils ciblent des filles dont le leadership peut être affiné et ils les mettent au travail. C'est ce que la MINUSMA a fait avec Sadia Touré et c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui avec Aminata Cheikh Diko. C'est juste ça. Parce que celles d'entre les filles qui sont issues de milieux environnementaux, de milieux culturels acceptables, ça se voit tout de suite. Il y a le Parlement des enfants, il y a les associations d'élèves et étudiants, mais pour les repérer, ce n'est pas difficile. Ils les repèrent, ils les appâtent, et le moment venu, ils les mettent en mission. C'est ce qui s'est passé. Et comme nos pays, même quand vous faites des alertes, ils n'en tiennent pas compte. Moi, je ne sais pas, les services secrets, est-ce qu'ils doivent sortir du tout politique, surveiller les politiciens, etc., etc. Ils doivent s'intéresser aussi à la société civile. Parce que là aussi, tout n'est pas net. Hein. Alors, voilà qui nous rappelle d'ailleurs cette affaire des faux bébés koweïtiens. Chacun se rappellera en 1991, avec la machination bien sûr montée par le Koweït et les États-Unis pour faire accepter à l'opinion publique américaine et à la communauté internationale l'intervention militaire américaine en Koweït. C'est là en 1991 où on avait évidemment pris la fille de l'ambassadeur koweïtien aux États-Unis pour la faire passer pour une infirmière qui devait témoigner sur les massacres des nouveau-nés. Mais après, l'affaire avait, je crois, été rattrapée et c'est finalement un contrat qui avait coûté 10 millions de dollars, malheureusement. Absolument. Et donc, on imagine que Aminata Diko a probablement été aussi contactée pour les mêmes scénarios, bien entendu. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière finalement? C'était pour quel intérêt? Pourquoi elle devrait aller témoigner de ces crimes contre l'humanité, contre le Mali, bien entendu? Mais bien sûr, parce que tout ce que la MINUSMA fait, tous ces rapports incriminent l'armée malienne, en l'occurrence. Et personne ne voit, qui que ce soit, au nom de la MINUSMA, parcourir les zones de guerre pour récolter des preuves. C'est clair. Tant que le Mali ne rentrera pas dans les rangs de la France-Afrique, nous devrons nous attendre à la foudre de la France. Mais mal leur en a pris parce que les jeunes aujourd'hui demandent tout simplement le départ de la MINUSMA. La MINUSMA qui n'a d'ailleurs plus rien à faire ici. La MINUSMA ne peut plus voler. La MINUSMA n'agit pas. La MINUSMA arrose les chrysanthèmes. On badigeonne tel immeuble, on a créé tel verger, on a mis des coopératives de femmes au travail. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on doit prendre les milliards de populations tout simplement pour permettre aux multinationales et à l'Occident de s'empiffrer chaque jour de nos richesses? Nous, on dit stop maintenant. Alors donc, si j'ai bien compris, Madame Koumbayar, ici, l'avenir de la MINUSMA est aussi menacé, c'est ça, au Mali? Bien sûr, parce que même à New York, on en a parlé, hein, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui l'a dit, en ce qui concerne
l'avenir de la MINUSMA parce que c'est tous les mois de juin qu'on revoit. On réévalue. Hein. Voilà. Le mandat, est-ce qu'on doit le reconduire? L'année dernière, ils ont reconduit le mandat de la MINUSMA sans l'avis du Mali. Parce que c'est la France qui l'a appelé. Et je crois que cette fois-ci, la transition sera plus, regardante sur ce qui va se passer parce que la MINUSMA ne fait plus rien ici. Et donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est de les renvoyer chez eux. La MINUSMA est là il y a plus de 10 ans pour zéro résultat. Même la viande que les militaires mangent est achetée au Sénégal, alors que c'est le Mali qui produit du bétail sur pied. Ils rechignent à acheter même la viande ici. C'est Bolloré qui déclare ne pas faire de bénéfices au Mali, qui transporte tout pour le compte de la MINUSMA, de Barkhane, de Takuba à l'époque, etc. Donc, ils viennent s'aimer la pauvreté, l'entretenir, et voilà. Et donc, maintenant, les jeunes n'en sont plus d'accord, ils sont les plus nombreux. Je crains qu'il n'y ait des manifestations après le mois d'avril, hein, parce que c'est en juin que la chose va passer, parce que tout le monde est en train de partir. C'est ce que le secrétaire général craint. C'est pourquoi il a envisagé même le départ de la MINUSMA, et ce qu'ils vont faire, c'est juste mettre quelques dizaines de personnes à Bamako pour aider à je ne sais quoi. Parce qu'ils ont leurs agendas auxquels personne ne comprend. Donc, en ce qui concerne la MINUSMA, les dés sont pipés. Hein. En ce qui concerne la MINUSMA, les dés sont pipés, vous avez dit, madame. Alors, on va terminer avec cette question. Alors, peut-on penser, là je reviens sur le projet de fédération, peut-on donc penser que ce projet pourrait désormais être la priorité des priorités pour les 3 pays membres par rapport aux élections, tant souhaitées par la CEDEAO et la communauté internationale pour un retour, j'allais dire, entre guillemets, à l'ordre constitutionnel? Qu'est-ce qui va primer entre les deux? La réalisation du projet de fédération ou aller d'abord vers les élections? Les élections, pour eux, c'est les élections qui priment naturellement. Mais est-ce que la marche de nos pays est forcément liée à l'élection? Quand vous prenez un pays comme le Mali, nous avons eu combien de coups d'État en 64 coups d'État. La Constitution de 91 a été conçue après le départ de Moussa Traoré, au cours de la transition dont le patron était Amadou Toumani Touré. Aujourd'hui, on veut relire la Constitution. Oui, un pouvoir... bon, ce sont les pouvoirs qui ont été élus entre griffes, les pouvoirs qui ont été installés par la France, qui ont détruit nos pays. L'élection ne peut pas se concevoir sans le pays au travail, sans un pays qui se reconstruit. C'est de ça qu'il est question. Le regroupement tant craint par la France, par la communauté internationale et surtout par la sous-région ouest-africaine va se faire. À quel rythme, je ne peux pas le dire, mais c'est déjà parti parce qu'il y a toujours des échanges entre nos différents CNT, il y a des ministres qui participent ici et là, à des conseils de ministres. Donc, tout est en mouvement. Tout se fait de telle manière que les peuples eux-mêmes deviennent des sentinelles demain, quelle que soit l'issue de la situation. Même s'il y a des pouvoirs élus, nos peuples étant très jeunes et étant panafricains, feront tout pour que la France-Afrique
soit définitivement enterré. C'est de ça qu'il est question. Et c'est de ça que tout le monde a peur, mais ça viendra parce que la constante de l'histoire, c'est le changement. Et ce changement est amorcé aujourd'hui. Nous, du M5 RFP, qui avions pensé que le M5 serait l'acteur de l'approfondissement du panafricanisme, on avait raison. On avait raison parce que depuis 2020, le réveil se fait partout. Le réveil se fait partout. Et plus personne ne va accepter la vassalité. Nous ne resterons plus esclaves de qui que ce soit. Ça doit être clair. En tout cas, merci beaucoup, Madame Kumba Yarissi. Le train a déjà démarré et personne ne pourra donc l'arrêter. Madame Kumba Yarissi, je retiens donc ce dernier mot. Plus personne n'acceptera l'esclavage en Afrique. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignante et membre du comité stratégique M5, Rassemblement des forces patriotiques du Mali. Encore, merci d'avoir été avec nous sur TLR TV. C'est vous que je remercie plutôt de nous donner cette tribune. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà.